Je rejoins en Grande-Bretagne Madame Myriam François. Bonjour Myriam, bon après-midi chez vous. Bonjour. La réalisatrice du documentaire Finding Aisha. Ahla wa sahla Myriam. Je sais que vous avez étudié l'arabe à Cambridge University. Ahlan. Oui, à Cambridge, à Georgetown, j'ai vécu au Moyen-Orient, j'ai vécu en Palestine, j'ai vécu au Maroc. Donc oui, le monde arabe me tient au cœur, absolument. Mais on voit ça très bien, ce film qui est très touchant. On sort de votre film un peu confus, Myriam. Qui est le bourreau? Qui est la victime? Ce n'est pas la mort seulement qui est absurde, mais c'est aussi cette relation que vous avez essayé de tisser entre la famille du terroriste Sami Amimour et la famille de la victime Lola. Alors, que parlez-vous de ça, cette absurdité du film? Oui, j'ai vraiment ressenti le besoin avec ce film de complexifier, si vous voulez, des visions un peu binaires qui ont émergé suite aux attentats de 2015, mais évidemment aux attentats qui ont suivi et qui vraiment ont construit une vision de la société, comme étant vraiment, divisée, et j'ai vraiment ressenti un manque, d'humanité, de compassion, par rapport au vécu de beaucoup de gens qu'on a mis du côté, des assaillants, si vous voulez. Et quand on connaît un petit peu, les familles de ces individus, hein, certains qui ont rejoint Daesh, d'autres qui ont non seulement rejoint Daesh, mais commis des atrocités, comme c'est le cas évidemment de Sami Amimour. Mais quand on connaît ces familles, on se rend compte que eux aussi ont vécu un drame, à plusieurs échelles, et c'était un drame qui, pour moi, n'était jusqu'à présent absolument pas audible. Et pour moi, le fait qu'il ne soit pas audible, c'était, ça parle vraiment d'un contexte très problématique pour moi politiquement. Mais pour le mettre pour détailler un petit peu ce drame qu'ils vivaient, ces familles souvent, et notamment dans le cas échéant la famille Amimour, vivaient plusieurs drames à la fois. Ils vivaient évidemment, bien avant 2015, la perte d'un enfant, c'est-à-dire un enfant qui vit avec vous, mais que vous voyez doucement, progressivement, vous quitter psychologiquement. Et en tant que parent, vous n'avez aucun moyen de retenir cet enfant. Et donc, vous le perdez déjà une fois alors qu'il est encore avec vous. Et ça, c'est une perte assez dramatique pour ces familles parce que c'est le fait de ne pas pouvoir vraiment se reconnecter avec leur propre enfant. Et quand on est parent, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend très profondément. C'est une douleur déjà primaire de sentir qu'on ne peut pas vraiment qu'on a perdu le lien d'intimité, de confiance avec cet enfant. Ensuite, il y a une deuxième perte évidemment quand Samy quitte la France pour aller, en Syrie, en 2013. Et ensuite, il y a cette peur avec laquelle vit la famille depuis des années. Donc Samy est là-bas, mais bon, ils ne savent pas exactement ce qui se passe là-bas en Syrie. Selon lui, il était parti là-bas pour aider. Ils ont des bribes par-ci par-là, clairement, ça a l'air un petit peu plus flou, mais ils en savent pas plus que ça. Et ensuite, évidemment, le drame qui est partagé par la nation, c'est-à-dire le drame du jour J, où évidemment Samy ainsi que d'autres assaillants rentrent en France pour commettre une atrocité dans laquelle 130 personnes vont trouver la mort, ainsi que les assaillants eux-mêmes. Et cette douleur qui est partagée, elle est aussi partagée doublement par la famille parce qu'il y a aussi ce sentiment de: «Mon enfant a commis cette atrocité». Donc on est touché par la douleur nationale qui a touché tout le monde ce jour-là, mais on est encore touché doublement parce que, notre enfant a participé et qu'on ne le reconnaît pas, qu'on ne comprend pas comment cet enfant qu'on a pu élever ait pu se retrouver là-dedans.
Et ensuite, une dernière, si vous voulez, un autre élément de cette douleur pour la famille, c'est que suite à ces événements, le regard de la nation se tourne vers ces familles en pointant un peu du doigt, en disant que vous êtes, si vous voulez, un peu coupable de ce qui s'est passé, alors que les familles eux-mêmes ont fait, dans ce cas, dans le cas dont on parle, énormément d'efforts pour essayer de faire ce qu'ils pouvaient, en fait, hein, et c'était très limité à l'époque, pour éviter que Samy ne détériore et de découvrir qu'il y a une autre victime collatérale des choix de Samy, et c'est cet enfant, dans un camp, quelque part en Syrie, perdu, sans soutien et à la merci des éléments. Et donc une famille complètement, en désarroi par rapport à toutes ces par rapport à cette situation et toutes les séquelles, des choix que Samy a fait. Et pour moi, c'était une tragédie qu'on n'avait pas compris et qu'on n'avait pas entendu et qu'il était important qu'on comprenne, surtout dans le contexte actuel de la France extrêmement divisée, telle qu'on la vit aujourd'hui. Mais juste, ça nous amène à savoir, il y a une ligne étroite, très étroite, entre le drame de la famille de Samy et le terrorisme. On sympathise, Azzeddine et Mouna, on sympathise les parents de cet assassin. Alors, comment avez-vous réussi à faire la différence pour le spectateur qui regarde le film? Vous étiez à distance, en tout cas, avec ce documentaire. Vous ne trouvez pas que c'était voulu de sympathiser avec le père de Samy? Si, absolument. Je pense que pour moi, en tant que documentariste, je considère que mon rôle est de vraiment mettre en avant ce que je vois. Et moi, ce que je voyais, c'était une famille qui était accablée, mais qui ne portait pas la responsabilité des actes de leurs enfants. Je ne Personnellement, je ne considère pas Asdine et Mouna responsables des actes de Samy. Je pense que Georges Saline, le papa de Lola Saline, qui est décédé le jour des attaques non plus, ne les considère pas responsables des choix de Samy. Quand Samy a quitté la France, il avait 26 ans. Quand il est rentré en France pour commettre ses actes, il en avait 28. Je ne connais pas beaucoup de parents qu'on tiendrait responsables des actes de leurs enfants à 28 ans, à 26 ans ou même à 25 ans. Et donc, je pense que pour moi, il était évident que la culpabilité qu'on essayait souvent de leur faire porter, ce besoin de vraiment presque leur faire porter le fardeau des actes de Samy, pour moi, ça touchait presque une sorte d'islamophobie qui faisait que du fait qu'ils étaient à proximité de Samy, hein, donc c'était leur genre, qu'ils devaient être responsables. Un peu comme ce qu'on a fait porter à la population musulmane de plus largement, cette culpabilité généralisée, comme quoi, parce que quelqu'un qui se dit musulman commet quelque chose, que tout le monde qui est musulman porterait cette responsabilité. Eh ben non, eh ben non, ça ne marche pas à cette échelle-là et ça ne marche pas non plus, dans cette logique quand il s'agit des familles et pas uniquement de la famille à Mimour. J'ai rencontré beaucoup d'autres familles qui sont exactement dans le même cas, c'est-à-dire des familles qui vraiment ont tout fait pour éviter que leurs enfants prennent la route qu'ils ont pu prendre, mais qui ont perdu le combat et qui du Mais coup, selon vous, Myriam, c'est qui le responsable derrière le terrorisme de Samy? Samy est responsable des actes de Samy. Ah oui. Samy est responsable des actes de Samy. Samy était adulte. On peut trouver beaucoup de contextes pour essayer de comprendre comment Samy s'est retrouvé en Syrie, comment il a pu faire le choix de revenir en France et de faire ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait citer dans le contexte, mais en fin de compte, on est responsable pour nos actes. Et Samy a fait ce choix et je pense que la culpabilité est à 100 la sienne, bien qu'on puisse comprendre, certains éléments derrière qui n'effacent pas, le mal, du tout.
Mmh. Maintenant, je tiens surtout, Myriam, à souligner, votre sens journalistique dans votre position à distance, des 2 clans, en tout cas. Et si on peut dire, on peut parler comme ça, le pour, le contre, les familles, de la victime et les familles de Samy. Vous avez fait la lumière sur ce qui est au-delà, d'une attaque terroriste et d'un meurtre aveugle et gratuit. C'est par le pardon et la réconciliation qu'on peut bâtir l'avenir. Mais jusqu'à quel point cela est réaliste, Madame François? Eh bah, écoutez, moi, à travers ce cheminement, du documentaire qui a pris plus de 3 ans, hein, on a commencé en 2019, donc avant même la pandémie et j'ai pu rencontrer, à travers le travail qu'on faisait, des familles de victimes de terrorisme ou des victimes elles-mêmes de terrorisme qui se retrouvaient donc avec, des familles d'assaillants ou des familles de gens qui avaient rejoint l'idéologie, de Daesh. Et ce que j'ai vu dans ces rencontres, en fait, c'était un refus de tomber, dans une vision binaire de la société qui cherchait à les monter les uns contre les autres, à dire: «Vous êtes d'un côté et vous êtes de l'autre» et eux, quand ils se retrouvaient entre eux, se retrouvaient souvent sur des points d'humanité. Ils se retrouvaient en tant que parents, ils se retrouvaient en tant que personnes qui avaient vécu énormément de douleurs, qui avaient été touchées par, ce que je considère une secte, hein. Pour moi, Daesh, c'est une secte, il faut le dire et donc je trouvais que dans leur rencontre, qui aujourd'hui fait partie d'un projet sociétal, extrêmement important qui se déroule, en Belgique, qui s'appelle Retissons du lien, un groupe organisé par, Isabelle Serret et qui cherche en fait à promouvoir une autre vision de la société qui dirait que dans les points de communalité entre les gens qu'on chercherait à dans d'autres paramètres à mettre les uns contre les autres, quand on les unit, on retrouve en fait des communalités, des visions communes de par lesquelles on peut chercher à avancer et c'est pour moi là que j'ai puisé beaucoup d'inspiration dans cette humanité que je retrouvais dans ces cercles, dans ces discussions, qui faisait que je voyais, une victime, comme Sandrine qu'on retrouve dans le film, hein. Sandrine Couturier qui est victime, qui a été victime, a été dans le métro, à Bruxelles en 2016. Elle a été très grièvement blessée et qui pourtant dit très clairement: «Vous ne au gouvernement, vous n'utiliserez pas ma douleur pour diviser la société. Je ne suis pas un instrument, pour être utilisé de cette sorte» et qui d'ailleurs, en participant au groupe et en se liant d'amitié avec des familles ou d'assaillants ou de personnes qui ont rejoint l'idéologie de Daesh, dit bien: «Il y a une autre manière d'avancer que celle que les politiques nous ont proposée jusqu'à présent, qui n'a fait que, entrancher, les divisions sociétales» et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette voie, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement ou de désir politique vraiment de l'approfondir, malheureusement. C'est pour cela qu'on fait des films, Myriam. Pourquoi Aïcha, Sami, Azzeddine, Amimour? Y a-t-il une raison particulière, une raison en particulier de traiter spécialement l'histoire de Aïcha? Pour moi, Aïcha, dans l'histoire, c'est évidemment ce que j'appelle une victime collatérale des choix de Samy. Et elle représente tous ces enfants, en fait, qui sont nés en Syrie ou qui vivent dans les camps et qui n'ont pas choisi, eux, d'être des pions dans cette guerre. Ils n'ont pas choisi, eux, de participer aux actes de leurs parents, aux choix de leurs parents et qui pourtant se retrouvent, délaissés par leur gouvernement, hein. Il reste encore, plus de 130 enfants français dans les camps, au nord de la Syrie. Certains pays n'ont pas rapatrié du tout, leurs citoyens. Parmi, les 38 000 environ, personnes, étrangères qui vivent dans les camps dans le nord de la Syrie, 60 sont des enfants. Pour moi, Aïcha, c'est tous ces enfants. C'est chacun de ces enfants qui n'a pas sa place là-bas, et qui mérite d'être entendu, au-delà,
des débats politisés autour du rapatriement. Moi, ce débat-là, d'une certaine manière, on touche la question du débat, mais je suis beaucoup plus intéressée par l'idée qu'on puisse s'opposer au retour d'enfants alors qu'eux-mêmes n'y sont pour rien dans cette affaire. Et de manière plus large, évidemment, cette famille représente une famille au cœur d'un des pires moments de l'histoire moderne de la France. Évidemment, les attaques de 2015 ont traumatisé la nation. Ça a été un moment extrêmement douloureux pour tout le monde, et notamment évidemment pour les victimes et pour les familles des victimes directes, les gens qui étaient eux-mêmes touchés par ces événements-là. Mais ce que je pense qu'on n'a pas forcément entendu, et ce qui a permis vraiment à certains politiques de promouvoir une vision qui cherche vraiment à diviser la société, c'était qu'on a un peu refusé d'entendre que de l'autre, ce qu'on appelle de l'autre côté, mais qui pour moi n'est pas vraiment de l'autre côté, il y avait des familles, il y a des familles qui sont tout autant, j'aime pas, je vais pas dire tout autant touché, parce que je pense qu'il y a des manières, il y a des niveaux auxquels on est touché. On n'est pas touché pareil quand on était au Bataclan forcément, que quand on est, je sais pas, les parents de quelqu'un qui est mort là-bas, ou encore moins le parent d'un assaillant. Ce ne sont pas les mêmes douleurs et il ne faut pas les confondre, et je ne cherche absolument pas à les confondre. Mais dans la douleur de ces événements, les gens qui vivent la douleur de cette perte s'y retrouvent, et ils s'y retrouvent souvent dans la perte d'un enfant. Et ce que je trouvais très intéressant dans la relation, par exemple, entre Georges et Asdine, c'est que, en fin de compte, Georges et Asdine, ce sont deux messieurs, deux Français d'un certain âge, de parcours extrêmement différents, de milieux très différents, qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés dans une autre vie, mais qui se rejoignent principalement, et on pense qu'ils se rejoignent principalement parce que, Samy, a été l'un des assaillants du Bataclan et que Lola est morte au Bataclan. Mais moi, ce que je voyais dans la relation entre ces 2 gens-là, c'était qu'ils se retrouvaient principalement dans la perte d'un enfant, et que tous 2 pouvaient comprendre cette douleur immense qui est de perdre un enfant. Et je pense que c'est vraiment là le noyau de ce que j'essayais de faire dans le film, c'est que quand on enlève tout le reste, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la peine d'un papa qui a perdu son fils ou sa fille, et que ça, en fin de compte, c'est ça qui les unit, et que de là, ils ont cherché à transformer, l peut-être que dire la société, c'est trop grand, mais la manière dont la société a pensé ces événements, certainement. Très intéressant. Hem, Est-ce qu'on peut trouver des réponses aux nombreuses questions soulevées, par votre film dans un autre documentaire ou long métrage, Myriam François? Eh bien, figurez-vous que, j'ai toujours espéré que la version courte du film, hein, qui est celle que vous avez actuellement, pourrait, un jour se terminer en version plus longue, où on pourrait explorer d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de développer évidemment, dans un format plus court. Et certainement, je pense qu'il y a, beaucoup de questions que les gens peuvent avoir par rapport au parcours de Samy, par rapport le vécu par rapport au vécu des parents, de la famille autour de ce qui s'est passé, par rapport à d'autres familles. Vous savez, à travers, le cercle dont j'ai déjà parlé, à Bruxelles, qui réunit les familles, de d'assaillants ou d'adhérents à l'idéologie de Daesh, et les victimes ou les familles de victimes. J'ai aussi découvert beaucoup de familles qui étaient très touchées par d'autres éléments de de l'après, ce que j'appelle l'après-attentat. Par exemple, des familles dont les enfants, les fils sont en prison en Irak, qui ont été déchus de leur identité nationale, et dont les répercussions de ce genre d'actes, réverbèrent profondément, non seulement dans leur vie, mais dans la vie de leurs enfants,
qui, eux, alors ça, c'est une bribe qu'on n'a pas pu mettre dans le film, mais je vous en fais part. Une maman qui nous disait: «Vous savez, moi, c'est une maman qui fait beaucoup de travail de prévention dans la société belge, qui est, belge-marocaine à la base, et quand son fils, était en prison en Irak, il a été déchu de sa nationalité. Et elle exprimait comment elle était profondément blessée par ce fait de déchéance de nationalité, parce que d'un côté, pour elle, elle disait: «Moi, je fais tout pour essayer de rectifier ce qu'il a fait. Je ne demande pas qu'il soit excusé. Il doit aller en prison pour ce qu'il a fait, absolument, et je suis d'accord avec ça». Mais ce qu'elle ne pouvait pas accepter, c'était cette idée que, parce qu'il avait commis quelque chose, qu'on puisse lui octroyer son identité. Un enfant né en Belgique, belge. Et ça a touché non seulement elle, mais aussi ses enfants qui étaient plus jeunes et qui disaient: «Mais maman, on est quoi alors nous?» Et elle leur répondait: «Beh, écoutez, si vous êtes sage, vous êtes belge, mais si vous faites de grosses bêtises, vous devenez marocain». Et je pense que ça relève de questions profondes par rapport à nos sociétés, par rapport à l'identité et par rapport à la justesse, en fait, de nos systèmes. Nos citoyens sont nos citoyens, quels que soient les actes qu'ils commettent. Et personnellement, je pense que la déchéance de nationalité a eu un impact très négatif sur les problèmes qui sont liés d'une certaine manière aux revendications que peuvent faire certains groupes, dont Daesh. Alors finalement, ce qui est noir sur blanc certainement dans le film, c'est l'innocence de la petite Aïcha et son droit à la vie. Il y a aussi les deux autres enfants de Kahina, sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé avec les deux autres frères de Aïcha? Qu'est-ce qu'ils vont devenir selon vous, pour finir? Alors ça, aujourd'hui, les enfants sont tous, à la charge des services, sociaux en France, hein, donc ils sont à la garde, de l'État. La Nous ne sommes, pas, enfin le gouvernement ne partage pas, hein, d'informations, concernant ce qui arrive à ces enfants, mais ce qu'on sait en général, ce qui se passe, c'est qu'une fois sur le sol français, ils sont donc à la charge des services sociaux, ils sont placés en foyer, donc en famille d'accueil, qui passent un certain moment en famille d'accueil et qu'ensuite ils vont ou alors souvent être adoptés par des membres de la famille qui souhaiteraient les adopter ou par une famille adoptive. Pour dans le cas d'Aïcha, évidemment, je pense que clairement Asdine et Mouna souhaiteraient beaucoup que la petite, puisse être adoptée par la famille et qu'elle puisse rentrer chez eux. Pour eux, bien qu'ils ne l'aient jamais rencontrée, hein, parce que pour eux, Aïcha, ça reste d'une certaine manière une idée. Ils ne savent pas du tout à quoi elle ressemble. Quand on a commencé, ce film ensemble, on ne savait même pas si Aïcha était en vie. On avait les dernières nouvelles, c'était que sa maman, était enceinte et elle accouchait d'une petite et voilà, on ne pouvait pas savoir, si Aïcha était même en vie et donc pour eux, c'est vraiment l'espoir de rencontrer leur petite fille, de lui faire comprendre qu'il y a une autre, famille qui existe, qui est là pour elle, qui veut la soutenir, qui veut l'aider à retrouver une certaine normalité, la normalité qui est due à tout enfant comme ça, qui ne mérite absolument pas d'être, puni pour les choix de ses parents. Alors, bonne chance pour Azedine et Mouna, pour Aïcha aussi, les autres enfants victimes, même si ils sont les enfants des assaillants. Myriam François de la Grande-Bretagne, grand merci, bonne continuation. Merci beaucoup à vous et merci de votre attention. Shukran. عفوا.